Déjà, il faut savoir, quand on parle d'humidité, de quoi on parle. Il y a 3 sources majeures d'humidité dans le bâti. L'humidité ascensionnelle, ce qu'on appelle les remontées capillaires. Alors, c'est pas que ça, mais on va dire pour simplifier, la remontée capillaire. L'infiltration directe, donc les pluies battantes par exemple, ou un défaut de couverture, voilà, tout ce qui va rentrer directement dans la maçonnerie. Et alors j'irai pas trop loin sur ce sujet, mais un petit peu, parce que c'est un vrai sujet, c'est le ciment du 21e siècle, c'est toutes les problématiques de condensation. C'est-à-dire l'eau que vous générez dans le bâtiment et qui va avoir un impact non négligeable sur le dit bâti. Donc voilà, on va voir un petit peu ça. Hop. Donc les infiltrations directes, bon bah écoutez, il manque des éléments de couverture, je vous apprends rien, ça va entraîner des dégâts majeurs. En Bretagne, plus largement en France, on parle d'un bâti avec bonne botte et bon chapeau, donc se prémunir de l'eau du sol, un petit peu de l'humidité ascensionnelle dont je viens de parler, et le chapeau pour l'humidité du ciel, bien évidemment. Donc ces altérations vont être d'autant plus rapides que les appareillages ou les mortiers ne sont pas tout à fait adéquats. Mais voilà, donc ça peut amener à ce genre de détérioration, ça ne prend rien. De même, toujours dans les infiltrations directes, l'entretien des gouttières. Alors ça, c'est une chose qu'on voit extrêmement souvent, ça peut prêter à sourire un petit peu, mais dans la photothèque de Thiès-Brézes, on a des milliers de photos de bâtis qui subissent ce genre de problématiques. Donc là, vous voyez, vous voyez pas très bien, je ne sais pas si d'autres vous voient mieux sur l'écran, mais en gros, vous avez la façade qui est toute verte, parce qu'on a un défaut de gouttière, une soudure de gouttière qui a sauté probablement. Et donc un mur qui est complètement trempé, qui est végétalisé. Vous savez, c'est comment il s'appelle, Patrice Blanc, l'architecte qui a les cheveux verts, là, qui a inventé les murs végétalisés, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Alors lui, il trouverait ça probablement très joli. Nous, un peu moins, parce qu'on se doute un peu de l'état des structures derrière. C'est-à-dire ce que vous ne voyez pas, juste derrière dans le mur, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez les empoutrements, tout le solivage, quoi, les poutres. Donc là, il n'y a même pas besoin de rentrer à la maison pour faire le diagnostic. On sait déjà que la poutre, elle est très probablement déjà pourrie dans le mur, quoi. Donc c'est facile, comme ça. Donc ça, et puis voilà, là, ce que vous voyez, juste sur le constat, donc là, vous voyez des pierres qui changent un peu de couleur, qui sont noires sur le mur. Donc là, elles sont en train de moirer. C'est des pierres où tous les transferts hydriques se font à travers le caillou, et plus du tout à travers le joint qui devait se faire. Puisque là, on a à peu près un combo parfait, c'est-à-dire que vous avez des gouttières qui ne sont pas raccordées. Donc vous récoltez 100 mètres carrés de toiture, vous balancez ça au pied du mur. Vous avez des sols qui sont étanches. Alors quand je dis étanche, ça veut dire que l'eau rentre peu, mais rentre. Par contre, elle ne sort pas. Si vous n'avez pas de contact avec l'air, vous n'avez pas d'évaporation. Vous pouvez retirer du bitume au mois de juillet sous la canicule. C'est trempé en dessous. Il n'y a pas de capacité de séchage. Donc ça, rajoutons à ça en plus des joints ciment. Et allez, quitte à mettre une dernière pièce dans le bol, le bâti, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il est semi-enterré. Donc on sait qu'on a de la terre sur 1 mètre, 1 mètre 50. Donc là, de la même façon, il n'y a même pas besoin de rentrer dans le bâtiment pour savoir qu'ils ont probablement des gros problèmes. J'ai juste à mettre une carte de Thiès-Brézes dans la boîte aux lettres et puis c'est bon. Et, on voit la mousse verte, l'écosystème, enfin je veux dire, c'est marqué dessus. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un peu plus loin. Alors là, toujours pareil, ça c'est de l'infiltration. C'est un mur semi-enterré, d'où le problème d'humidité. Là, c'est un diagnostic où on avait été contacté et la personne avait retiré les doublages quelques semaines, mois avant que je passe. Et donc vous voyez, là, quand elle a ouvert, le mur était un peu vert. Puis là, toute la végétation n'attendait plus que le soleil. Vous vous doutez qu'il y a la baie vitrée dans mon dos quand je prends ça. Donc un mur hyper végétalisé. C'est très joli. Par contre, vous rentrez dans la pièce, il y a 95% d'humidité relative, quoi. C'est la Guyane, quoi. Vous sortez le casque colonial et la machette, quoi, pour rentrer là-dedans. Donc voilà des gros problèmes à gérer. Donc le fait que le bâtiment soit enterré, encore une fois, c'est de bien identifier quel est le diagnostic de départ. C'est-à-dire sur un bâti semi-enterré, la partie va être plus compliquée à jouer. On a des outils pour le faire, mais c'est plus difficile.
Là, en l'occurrence, je déconseillerais fortement sur ce genre de cas d'aller sur des doublages, quoi. Mettre même un isolant compatible, mais vous mettez une laine de bois et ça je le vois avec les problèmes d'aide. C'est-à-dire des gens qui vont mettre 15 cm de laine de bois pour répondre aux aides de l'État, aux injonctions des aides de l'État. Bah, là, pour moi, c'est de la culture de mérule qu'on est en train de faire. C'est pas autre chose, quoi. Donc voilà. Ça également, hop, hop, hop. C'est pas évident parce que j'ai plus le synopsis, mais bon, on y va. Là, c'était pour parler d'un autre problème d'infiltration directe. Donc là, c'est, si vous voulez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, tous les éléments de chaînage sont en saillie, ils dépassent de la maçonnerie. Les chaînages d'angle, les chaînages de porte. Donc ça, c'est le signe que le bâti était fait pour être enduit. En bâti ancien, il faut bien se rappeler de quelque chose, c'est-à-dire que l'esthétique est la plupart du temps liée à la fonction. C'est-à-dire si on met les éléments en saillie, c'est qu'on prévoit un enduit. Et on prévoit un enduit, alors ça peut être pour plusieurs raisons. Je vais en citer que deux, mais la première, ça peut être une raison qui est juste de mode architecturale. C'est-à-dire vous êtes deuxième moitié du 19e, l'enduit c'est très chic, c'est le matériau moderne et à la mode, donc on va assez vite prévoir l'enduit sur une maison. Le problème c'est que nous, femmes et hommes modernes, on aime bien voir la structure des matériaux, on a acheté une maison en pierre, donc on veut que ça se voit que ce soit de la pierre. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait sauter l'enduit. Le problème c'est qu'il peut y avoir aussi des raisons techniques, c'est-à-dire si le maçon au départ du chantier, il sait que les maçonneries vont être poreuses, que ce soit par le joint ou par la pierre, qui vont être très poreuses. Et donc pour protéger un peu la maçonnerie, il va prévoir un enduit. Et encore une fois, la femme et l'homme moderne vont retirer l'enduit pour bien voir la pierre apparente, mais la maçonnerie va devenir gélive, ils vont avoir des gros problèmes d'infiltration d'eau, et voilà. Derrière, il n'y a pas que sur les problématiques d'humidité, hein, mais derrière tout bâtiment, il y a une stratégie constructive. Quand vous l'avez compris, vous êtes en capacité de vous inscrire en continuité avec cette logique, ou alors d'en sortir, mais en étant conscient, donc en mettant des protections. Et là, par exemple, de faire sauter pour mettre en pierre apparente un bâtiment comme ça, c'est une partie qui est assez risquée, d'autant plus si le bâtiment il est exposé. Et je crois pas que j'ai mis les photos, mais j'ai fait des diagnostics où toutes les pierres éclatent en fait, hein, à cause du fait qu'on a retiré l'enduit, quoi. Donc là, assez vite, il faut remettre l'enduit. Ce qui est hyper dur à faire comprendre à des gens qui vivent à notre époque et qui considèrent que le bon goût passe par voir les matériaux. Ce qui n'était pas la logique au moment de la création de la maison. Donc, voilà, j'en ai mis une. Là, vous voyez, les pierres sont en train de... Je ne sais pas si vous arrivez à voir, hélas, la définition n'est pas super. Mais on voit les pierres qui éclatent un peu. Là, je peux retirer des morceaux comme ça, hein. Là, c'est une maison à Roscoff. Donc là, on a la mer à 300 degrés. Sur la pointe de Roscoff, ça tabasse un peu sévère. Et là, pierre apparente, c'est une partie risquée. D'autant plus qu'on voit, vous voyez sur les briques, hein, les éléments sont un peu en saillie. Ces maisons-là, en plus, maison du début du 20e, en l'occurrence ici, c'est une maison qui est ourdée, dont le mortier qui a servi à assembler les pierres est un mortier de chaux. Et les mortiers de chaux ont des systèmes capillaires qui sont ouverts en permanence, hein. Donc quand ça pleut et qu'il n'y a pas de période de séchage, ce qui est de plus en plus fréquent en Bretagne, d'avoir des très longues périodes de pluie et vent mêlés, il y a un moment, la maçonnerie sature. Elle est noyée, quoi. Donc là, ça marche beaucoup moins bien. Et l'enduit permettait aussi à permettre un séchage plus rapide et une moins grande pénétration de l'eau. Donc il avait une utilité. Hop, c'est le cas également ici. C'est-à-dire que ici sur cette maison, vous voyez, on a des éléments, on a le bandeau, la corniche et les éléments de chaînage de fenêtres. Tout cela est très travaillé, c'est de la pierre calcaire. On est dans une région de schiste. Et là, le propriétaire de cette maison-là, au début du 20e vraisemblablement, il a mis le billet dans cette pierre-là. Donc lui, il avait prévu l'enduit. Pour le constructeur de cette maison, ça n'a absolument aucun sens le traitement qui a été fait. C'est-à-dire qu'on montre le caillou que tout le monde peut se payer. Aucun intérêt. Et l'enduit ne cache pas, l'enduit donne à voir. Si vous enduisez, la seule chose que vous voyez, c'est les éléments de Moté Nature, où
où notre ami maître d'ouvrage de l'époque a craqué le PEL, quoi. Et, donc il y a des logiques. Les remontées capillaires qui font l'essentiel du truc. Donc, il faut bien comprendre quelque chose, c'est-à-dire ça c'est la différence entre le bâti neuf sur la gauche et le bâti ancien à droite. Bâti neuf, on est sur de la semelle, de la fondation en ciment, dosé 350-450 km3, donc dosé très fort en ciment, un matériau qui est peu capillaire, et avec tout plein d'éléments, des bandes d'arras, des bitumineuses, plein de matériaux étanches qui visent à se déconnecter du sol, à être hors sol un peu. Les bottes en caoutchouc, quoi. Nous, c'est pas les bottes en caoutchouc, nous, c'est les chaussettes en laine. Donc, c'est pas du tout pareil. Nous, c'est-à-dire que la pierre est posée à même le sol et elle est ourdée, maçonnée, à la terre dans la plus grande majeure partie de l'histoire de la Bretagne et un peu moins couramment à la chaux, enfin sur les périodes plus récentes à la chaux. En tout cas, dans les deux cas, avec des matériaux qui sont dits capillaires et hygroscopiques, donc c'est-à-dire des éponges, des matériaux éponges, des matériaux qui sont en capacité de boire de l'eau. Et donc, si vous posez une éponge sèche dans une assiette où il y a de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Votre éponge va boire l'eau. C'est ce qui se passe dans notre mur. Donc, la remontée capillaire est un phénomène qui est inhérent au système constructif du bâti ancien. C'est un phénomène normal. L'excès est gênant, mais c'est un phénomène qui reste normal. Et pour bien comprendre ça, l'autre schéma, c'est celui-ci, c'est-à-dire que c'est, à une exception près, c'est le fonctionnement traditionnel du mur de pierre, c'est-à-dire qu'on a une cour, l'aire de battage en général devant la ferme, pour le bâti rural, qui est en terre battue, un seul intérieur la plupart du temps en terre battue également, donc des matériaux qui respirent là aussi, qui sont perméables à la vapeur d'eau. Et donc on a de la remontée capillaire, tout ça se mouille mais sèche dès qu'il y a un coup de vent, dès qu'il y a un coup de soleil, tout ça sèche. Ça se diffuse un peu partout, c'est très bien. Et là on a la rénovation plus récente, et du coup avec plein d'éléments qui vont un peu contredire cette logique-là. C'est-à-dire qu'on a mis un sol asphalté pour garer la voiture, un enduit ciment sur le mur, donc plein de matériaux qui sont étanches. De la même façon à l'intérieur, une dalle ciment, même la terre battue avec éventuellement un polyane, et un polystyrène et un placo sur le mur, donc que des matériaux étanches. Donc du coup on a une charge hydrique des sols qui va monter au fur et à mesure. Et la seule issue pour l'eau, c'est de remonter dans le mur et de trouver la faille dans le mur qui va lui permettre de libérer de la pression. La pression va monter jusqu'à avoir besoin de se libérer. Dans ce système-là, en toute abstraction, on voit bien que l'élément le plus poreux du système, vous le voyez, la poutre, ouais. Donc là, pareil, dans ce genre de schéma, il est plus que commun lorsqu'on retire les placos, polystyrène et tout le tralala, de retrouver les abouts de poutre complètement rôtis, complètement moisis dans le mur, quoi. Parce que tous les échanges se font par ce matériau-là. Et du coup, voilà, c'est ce qui amène à des altérations qui sont des altérations structurelles, ce qui est un peu plus gênant. Voilà. Donc vous voyez, là, on est sur un enduit chaud. Tout ça pour vous dire, pour continuer ce que je viens de dire, quelque part, la remontée capillaire est un système est normal en bâti ancien, ça fait partie du système constructif. Là, l'enduit que vous voyez, c'est un enduit chaud. C'est un enduit chaud, mais un enduit chaud du début du 20e, probablement. Et on voit qu'il est en fin de course, en partie basse en tout cas. Il est complètement altéré, c'est-à-dire qu'il a disparu, on voit la pierre apparente. Là où en élévation, bon an, mal an, il est encore là, quoi. Mais parce qu'avec la remontée capillaire, ça va altérer plus rapidement les matériaux. Quand vous avez un enduit sur un mur de pierre, l'altération, le premier mètre d'élévation va avoir une durée de vie de 20, 30, 50, 60 ans selon les conditions écosystémiques du bâtiment. De 1 mètre à 30 cm sous la gouttière, ça va être 100 ans de durée de vie. Puis les 20 derniers centimètres juste sous la gouttière, là, ça peut être 200 ans, 300 ans. Il n'y a pas d'UV, pas de pluie, ça peut être très long. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que quelque part, l'enduit, le joint ciment, c'est la pièce d'usure un peu, c'est comme la courroie sur votre voiture, c'est la pièce d'usure qui protège le bâtiment. Pas le joint ciment. Pas le joint ciment pour le coup. Ouais, le joint à la chaux, pardon, j'ai dit joint ciment, pardon. Et le joint à la chaux, ouais. Enfin même le joint devrait être la pièce d'usure, le fait que le joint ciment ne l'est pas.
Là, on voit une stratégie, alors comme quoi on peut s'enfermer un peu dans une stratégie, c'est-à-dire que ils avaient probablement, comme sur la photo précédente, une altération plus rapide des premiers centimètres d'élévation du bâtiment. Les joints devaient être un peu rôtis. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une première campagne de joints ciment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vous ai expliqué, la pression monte dans le mur, l'eau passe au-dessus, donc ils ont fait une deuxième campagne de joints ciment. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La pression a monté dans le mur, l'eau est passée au-dessus et a commencé à dégrader, donc ils ont fait une première campagne d'enduit ciment. Donc là, c'est passé sur le côté. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une deuxième campagne d'enduit ciment. Donc là, probablement qu'ils doivent être arrivés à peu près là maintenant, enfin au fêtage, quoi, à la sablière, pardon. Et donc voilà. Donc, faut pas hésiter à remettre en cause la stratégie. Alors, je vous dis ça, mais c'est très facile pour nous de refaire le match après la partie. Hein. C'est-à-dire, quand on est maçon dans les années 60, on n'a pas le recul. On part de constats qui sont biaisés. C'est-à-dire, on a des problèmes d'humidité, le ciment est un matériau étanche. On a peut-être une solution là. Et en plus, c'est un matériau super solide. On a vu les bunkers allemands se faire pilonner par l'artillerie anglaise avec des bombes d'une mégatonne, ils n'ont pas bougé. Donc c'est un super matériau. Et en plus de ça, il y a un effet contre-intuitif avec le ciment, c'est-à-dire c'est un liant hydraulique. Donc quand vous avez une maison qui est pourrie d'humidité, vous venez de faire le ciment, vu que le ciment pompe l'eau pour faire sa prise, vous venez de solutionner le problème. Sauf que, au fur et à mesure du temps, le niveau d'humidité dans le mur va tendre à augmenter, jusqu'à aujourd'hui. Et quand nous on arrive, voilà. Donc vous voyez, pareil à l'intérieur, hein, vous voyez les badigeons qui avaient, les enduits terre et les badigeons qui étaient sur le mur sont beaucoup plus dégradés, toujours pareil, hein, dans la partie basse que dans la partie haute. C'est comme ça que les anciens géraient avant nous, ils géraient ces problématiques-là par l'entretien. C'est-à-dire que vous rebadigeonnez tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, les murs de pierre. Donc ça, aujourd'hui, chose qu'on ne veut plus faire. C'est pour ça aussi qu'ils sont passés au ciment. Hein. L'entretien est une chose qu'on ne supporte plus aujourd'hui. Parce qu'on a plein de choses à faire dans la vie. Scroller notre compte Facebook et Instagram, des trucs très importants. Donc, voilà. Et donc là, pareil, hein, vous voyez le joint ciment. Et encore une fois, on a transféré le rôle de martyr, qui est normalement celui du joint, on l'a transféré à la pierre. Et vous voyez, la pierre là ici est décollée, le joint ciment plutôt est décollé de la pierre, mais le maçon qui a posé le joint ciment, il n'est pas fakir, hein, quand il a posé le joint ciment, il l'a collé à la pierre. Donc là, en 50 ans, enfin 40 ans, 50 ans, je ne sais pas trop, vous avez 2 cm de pierre qui ont disparu, qui ont été alvéolisés. Et du coup, on a transféré le rôle de martyr, qui est normalement celui du joint, à la pierre, ce qui est beaucoup plus problématique, parce que c'est beaucoup plus facile de changer un joint que de changer une pierre. Et que la pierre est l'élément structurel et structurant du mur. Donc c'est pas la pierre le joint ciment qui va tenir la charpente. Enfin, en tout cas, c'est assez dangereux si c'est le cas. Et donc voilà. Pourquoi cette pierre-là plutôt qu'une autre? Ça, c'est tout simplement parce qu'un lot de pierre n'est pas uniforme. Il y a toujours une pierre un peu plus fragile que les autres. Et c'est elle qui ramasse en premier, quoi. C'est ça qui se passe. Donc là, ça, c'est un phénomène d'alvéolisation, c'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dehors. C'est-à-dire, vous avez la pluie qui tombe du ciel, qui se charge en anions et en cations en contact avec le sol, en sel, et l'eau va remonter dans le mur, l'eau s'évapore, mais les sels, eux, ne peuvent pas s'évaporer. Or, ce que je disais tout à l'heure, l'eau s'évapore selon le matériau entre quelques microns jusqu'à quelques centimètres sous la surface, en fonction de la porosité du matériau. Et donc les sels, ils vont cristalliser à l'intérieur du matériau. Et le problème, il est double, hein, c'est que, les sels sont pour la plupart des éléments qui sont caustiques, donc qui vont agresser les matériaux sur lesquels ils sont posés, et qui sont plus volumineux en face solide qu'en face soluble. Donc ils vont gonfler dans la matière, ils vont faire comme un peu des coins éclateurs, quoi, à l'intérieur de la matière. Et donc d'où le fait que notre pierre, là, si vous passez la main sur le schiste qui est juste là, ça part en poussière, quoi. Ça part en sable, quoi. Phénomène d'altération qui est normal. Tac. Et le phénomène sera d'autant plus important et rapide qu'il y a une grande différence entre la dureté du joint et la tendreté du caillou, quoi. C'est le cas ici, vous êtes sur une pierre calcaire, donc vous voyez une pierre plutôt tendre là pour le coup, et vous voyez on a une dentelle de joint qui est même plus raccrochée à la pierre quasiment.
Ce qui est un vrai problème, parce que là, c'est pas, encore une fois, le joint de dentelle, la dentelle, là, un peu de ciment qui va stabiliser le bâtiment, quoi, qui va faire la structure du bâtiment. Tac, et voilà. Et même quand on a utilisé les bons matériaux, là, non, pardon, c'est après. Donc là, c'est peinture, et peinture, si vous voyez, ça fait ça cloque un peu. Donc ça, pareil, c'est la poussée des sels et de l'humidité, quoi, qui décolle les peintures un peu. Avec tout ce qui est peinture étanche. Vous voyez, remontée capillaire encore excessive, hein, vous voyez, on dit souvent, vous verrez sur internet, vous voyez, les remontées capillaires c'est jusqu'à 30-40 cm. Hop, bah là on est déjà à 2 mètres, moi j'en ai déjà vu à plusieurs mètres de hauteur dans le bâtiment selon le traitement. Donc là, et là, là c'est un vrai problème, parce que le mur il va pas bien du tout, quoi. Il y a un sacré boulot. Hein. Voilà pour la remontée capillaire. Condensation. Donc condensation, bah, beaucoup avec les techniques d'isolation et le fait aussi qu'on chauffe énormément les bâtiments, ça va induire plus de risques de condensation. Et le fait des usages, hein, c'est-à-dire que à la construction de cette maison, vous n'aviez pas 2 salles de bain et donc voilà, on utilise beaucoup plus d'eau, on chauffe beaucoup plus. Pour mémoire, hein, 1901, chez les bourgeois en Bretagne, on est à 12 degrés. Hein. Chez les bourgeois, chez les gens qui ont de l'argent. Donc notre mode de vie a quelque peu changé. Donc là on voit, hein, souvent vous allez retrouver justement à cause de ces problèmes de condensation et des matériaux étanches comme je le montrais dans le schéma tout à l'heure, des condensations qui vont se localiser dans les endroits où c'est le plus facile de passer. Donc souvent les abouts de poutre. Cette maison là par exemple, quand vous voyez l'écosystème de lichen qu'il y a un peu là-dessus, c'est pareil, il n'y a pas besoin de démonter pour se douter que tous les abouts de poutre sont pourris. Et à toute fin utile, la plupart du temps, vous aurez des altérations qui sont plus importantes au sud qu'au nord. Les gens se méfient beaucoup du nord alors que c'est des écosystèmes qui sont relativement stables dans le temps. Les écosystèmes sud sont beaucoup plus dynamiques, ce qui entraîne des altérations qui sont souvent un peu plus importantes. Donc voilà, hein, des changements de solivage dus à la... Bon là c'est joli, hein, aux poutraisons qui sont un peu pourries. Bon, des fois il y a des trucs, c'est juste de la logique et du bon sens. Faire la douche dans la poutre, je ne suis pas sûr que c'était l'idée du siècle. Voilà, des problèmes de condensation là sur des bâtiments qui étaient en travaux à cause des enduits ciment. Ces phénomènes sont décuplés du fait qu'il n'y a pas de tampon hydrique, il n'y a pas de matériaux qui sont en capacité d'emmagasiner de l'humidité quand il y en a trop. Et du coup, que des matériaux étanches, donc on a des problèmes de condensation. Pour autant, là, on est sur un bâtiment qui est très ouvert, c'est une caserne militaire à Vannes. Et voilà. Et donc, avec des laines qui ont été posées, dont on sait qu'elles ont été humides et qu'elles sont probablement déjà mortes avant même la restitution du chantier. Donc voilà, hop, je passe vite. Et voilà, stratégie d'intervention contre l'humidité, bah déjà repasser sur des joints chauds. Déjà au moins sur le premier mètre d'élévation du bâtiment en extérieur de façon un peu normative. Le joint ciment, le retrait des joints ciment en extérieur sur le premier mètre d'élévation n'est pour moi pas une phase travaux, c'est une phase de diagnostic, c'est une phase de soins. C'est même pas négociable. Ça, moi, je ne prendrais pas un chantier si cet élément-là n'a pas été fait au préalable. C'est impossible. Sinon, ça veut dire que toute l'humidité purge que par l'intérieur. Donc c'est très bien, vous faites les choses bien, vous mettez du chaud-change, il va pourrir en pied de mur. C'est ça. La gestion des eaux de ruissellement de surface, ça pareil, c'est un élément préalable. Pour rappel, Claude l'a évoqué très rapidement tout à l'heure. Ça c'est des chiffres qui viennent d'un chercheur qui s'appelle Lefebvre, mais il y a différents chiffres sur les chercheurs. Mais en gros, entre 50 et 85 en Bretagne, c'est 290 000 km de haies et talus qui ont disparu. C'est 8 fois le tour de la Terre, hein, pour se rendre compte un peu du fracas que ça a pu amener. Et du coup, on est passé d'une gestion de l'eau au 19e siècle à l'échelle de la parcelle, c'est-à-dire à l'échelle de 3 à 5 000 m² à peu près, à aujourd'hui, on gère l'eau à l'échelle du bassin versant, donc plusieurs milliers de kilomètres carrés. Donc ça amène à des problématiques d'humidité assez importantes. On en a eu il y a quelques mois, là, pas mal en Bretagne. C'est-à-dire que j'aime à dire que l'homme moderne a inventé les inondations en période sèche, ce qui tient quand même d'un niveau de bêtise assez conséquent. Et donc réimplanter des haies, refaire des talus, ce que je veux dire par là, c'est si votre maison elle est en bas d'un champ de 4 hectares où il n'y a pas de fossé, pas de talus, il est évident que vous aurez des problèmes d'humidité. Hein. Et déjà, il faut gérer les eaux à l'échelle de la parcelle. Si vous gérez que à l'échelle du bâtiment, ça va être plus compliqué. Alors des fois, on n'a pas le choix. Hein. Mais
si on peut, en tout cas, c'est travailler sur l'écosystème à l'échelle macro et après on travaille à l'échelle du bâtiment. Ça a d'autres externalités sur la thermique, mais que je n'aurai pas le temps d'évoquer. La gestion des eaux pluviales, je vous l'ai dit, aussi, c'est évacuer. Ça, j'ai plein de photos, pareil. C'est-à-dire, on récolte 100 mètres carrés de toiture, on balance ça dans le coin et au miracle, on a des problèmes d'humidité dans ce coin-là. D'où ça vient. Donc ça, c'est très courant. Voilà, tous des systèmes de drainage alors sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre, sachant que ça fait 5 minutes qu'on me dit que j'ai plus que 3 minutes. Mais voilà, on a des technologies de drainage qui peuvent aider, des complexes de sol, des façons de refaire les sols qui permettent au sol de respirer et de mieux gérer ses excès d'humidité. Voilà, ça. Et des trucs un peu plus scientifico-ésotériques, l'électroosmose inversée. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est des choses un peu plus modernes, on va dire. Et des enduits piégeurs de sel, des enduits qui peuvent être souvent à base de pouzzolane, mais sous certaines formes, attention. Et qui peuvent jouer aussi des enduits d'assainissement, on appelle ça, qui peuvent aider. Ça j'ai déjà montré. Hop, voilà. Et puis voilà, des matériaux, utiliser des matériaux tant en isolant que sur les sols, que des matériaux qui correspondent aux caractéristiques du bâti ancien, c'est-à-dire des matériaux qui sont capillaires et hygroscopiques. Donc des matériaux qui sont en capacité de gérer de l'eau sous forme liquide ou sous forme de vapeur. Donc des matériaux qui respirent. Mettre des matériaux étanches dans un bâti ancien va amener à repousser l'eau ailleurs. Et soit vous l'avez géré, soit vous le subissez. Donc voilà. Voilà, j'en ai fini avec 12 minutes de retard. Merci.